Inconditionnels amis téléspectateurs de Essaouet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Béré Week. Comme vous le savez déjà, ici, on étale, on décortique, on épluche, on presse les faits de société pour en tirer le substantifique jus bérétique. Ce sont les actualités nationales et internationales qui sont décryptées, commentées, analysées. Comme d'habitude, je ne le fais pas seul. Je serai encore aujourd'hui entouré de mes fidèles compagnons chroniqueurs. Installez-vous confortablement comme moi et ce sera après cette courte pause. Monsieur Chris Amégan, bonjour. Bonjour. La pleine forme, j'espère. Va bien. Prêt pour le béret? Absolument. Merci. Monsieur Younous Ouele, bonjour. Bonjour, monsieur Florent. Vous portez bien, ça se sent. Très bien. Vous en avez dans le sac pour le béret. On est là pour ça. D'accord. Monsieur Joël Ameti, bonjour. Bonjour, monsieur Florent. Ça se sent dans la voix que vous portez bien. Oui, Vous êtes prêt pour le béret. Alors, nous sommes prêts pour le béret. À nos marques, prêts, partons. Le tout premier sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la centrale syndicale des travailleurs du Bénin qui a annoncé une grève pour le 22 mai. Et le gouvernement, en l'occurrence le président de la République, a décidé de les rencontrer ce même jour pour discuter amplement de ce qu'ils dénoncent ou de ce qu'ils réclament à travers leur grève. Le même jour choisi, après l'annonce du jour choisi par les autres. Est-ce que ce n'est pas une contre-attaque? Est-ce que c'est vraiment pour parler franc, M. Chris? Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça une contre-attaque. L'expression ne me paraît pas appropriée. Attaque. Contre-attaque. Enfin, on dit comme ça parce que ça pourrait venir avant, ça pourrait venir. Pourquoi ce même jour? Est-ce que oui, voilà, quand je dis contre-attaque, c'est une pure coïncidence. Je comprends. Est-ce que c'est une coïncidence naturelle ou bon, voilà. Non, bon, ça ne peut pas être naturel. Ça ne peut pas être naturel. Mais si on comprend que ce sont les centrales syndicales qui ont demandé, c'est la CSTB, non? Oui, c'est la CSTB de qui maintenant? De Kassamampo. Voilà. Si c'est la CSTB qui a annoncé sa grève, et que le gouvernement, le jour même, a décidé de les rencontrer, il faut s'en réjouir. Alors. Oui, mais moi, il faut s'en réjouir. Parce que je me rappelle, sous les anciens régimes dans ce pays, toutes les centrales réunies, confédération syndicale peuvent décider de lancer une grève, mais le gouvernement joue la sourde oreille, il s'en fout totalement. Vous voulez faire grève, faites grève. Vous avez quelque chose à faire, faites-le, moi je m'en fous. Jusqu'à ce que les différentes centrales enclenchent la grève et que la grève prend son cours et évolue. Mais juste là, le gouvernement joue la sourde. C'est comme si absolument rien ne se passe. C'est ce que moi je vois dans cette histoire. C'est comme si rien ne se passe et la grève commence. Tous les secteurs vitaux du pays sont complètement paralysés. Et quand il parle de secteurs vitaux, je parle par exemple de l'enseignement parce que c'est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois où il y a beaucoup de monde, qui était vraiment perlé de grève. Et puis, malheureusement aussi le secteur de la santé. Et ensuite, d'autres secteurs, d'autres secteurs importants du pays continuent. C'est-à-dire ça devient contagieux et ça gagne d'autres secteurs de la République. Et ça devient finalement une sorte de grève généralisée. Et vous avez réalisé que, bon, malgré cette grève-là, le gouvernement absolument ne dit rien. Et c'est quand la situation devient absolument critique, c'est quand on apprend que les enfants errent, les apprenants errent dans les rues, ne vont pas à l'école, que l'école est paralysée pendant 3 à 6 mois, et qu'il y a des morts en couche étagée dans les hôpitaux, que finalement, quand le pays est au bord du précipice, enfin on va entendre un son de cloche de la part du gouvernement. C'était comme ça par le passé. Maintenant, aujourd'hui, même après avoir régulé, à la limite supprimé le droit de grève, qu'on a réduit terriblement à combien? 1 ou 2 jours par mois ou un truc comme ça. Au point où on ne sent même plus du tout, on ne sait même pas s'il y a encore le droit de grève dans ce pays. Mais
même après cela, après l'avoir régulé comme ça pour des raisons que je comprends parfaitement du point de vue de quand on écoute le président, les raisons pour lesquelles nous a amené à régenter le droit de grève comme ça dans notre pays, je comprends. Quand on est un pays sous-développé qui fonctionne sur des recettes fiscales qui n'a pas vraiment de moyens, on ne peut pas se permettre tout le temps d'être en train de faire grève. Donc, il faut comprendre ça là. Mais quand la grève est déjà réduite comme ça et que les centrales syndicales décident d'user de leur droit là, même si c'est complètement infime, réduit, mais si malgré cela, qu'ils ont annoncé la grève et que le gouvernement tout de suite décide de les rencontrer, de les écouter pour comme tuer dans l'œuf cette grève-là, mais c'est une très bonne chose. C'est absolument une très bonne chose. Le même gouvernement aurait pu faire comme par le passé. Donc, vous voulez faire grève, allez-y. De toutes les façons, on a déjà régulé, personne ne va sentir ça. On ne va pas le sentir, ça ne va impacter véritablement personne. Mais les gens aujourd'hui, on est dans une dynamique où les gens ont compris qu'une journée sans travail à cause du grève, ça ne fait pas non seulement une bonne image pour le pays, et ça contredit la vision du chef de l'État de révéler positivement l'image du pays à l'international. Donc, quand le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, décide de rencontrer les centrales, c'est une très à saluer, à encourager et à faire en sorte que cela... Mais il faut dire que ce serait bien. Une chose est de vouloir rencontrer les centrales syndicales qui ont annoncé une grève le jour même ils ont décidé de faire cette grève-là, pour les écouter. Mais l'autre chose est de faire en sorte que les centrales syndicales n'aient même pas annoncé une grève. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que cette annonce même de grève-là n'intervienne pas. Et cela, c'est au moins... C'est-à-dire qu'il faut tuer même ça. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il faut tuer. Parce que nous avons cette tendance dans ce pays à traiter les problèmes à la surface au lieu de voir les problèmes à la source. Si des gens ont décidé d'annoncer une grève, de faire une grève, c'est parce qu'il y a un problème en amont. Il faut déjà que le gouvernement essaie de résoudre ces problèmes-là en amont. Et ça, généralement, on le sait, ce sont des problèmes des travailleurs. Et quand il y a des problèmes des travailleurs créés aux travailleurs, ce sont des problèmes relatifs à leurs droits, des choses qui leur reviennent de droit, écrits par les textes, mais que le gouvernement ne leur accorde pas, ou bien tarde énormément à leur accorder, au point où certains même meurent sans même bénéficier de ces droits-là. Donc, ouais, il faut faire en sorte d'éliminer tous ces problèmes de carrière, parce que c'est souvent ça, les problèmes de carrière des gens à qui on doit des échelons, l'avancement en grade et qui doivent donc évoluer en fonction de leur salaire, tout ça. Mais les gens à qui on prive de tout ça pendant des années. Vous entendez des gens dire, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier, je n'ai pas mon salaire parce qu'il n'est pas payé normalement à ce compte. Il y a des gens qui viennent d'être, dans l'enseignement par exemple, il y a des gens qui viennent d'être recrutés et vous vous rendez compte que un jeune qui vient d'être recruté est plus gradé que celui qui est dans le métier depuis longtemps et qui pourtant est dans la fonction publique. C'est une grande aberration. Et quand vous prenez sa fiche de paie, il est plus payé que celui qui sont doyen. Peut-être même c'est ce doyen-là, c'est celui qui l'a formé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes de carrière. Donc, il faut faire en sorte de régler tous ces problèmes de carrière-là pour que les centrales syndicales n'aient même plus à annoncer une grève. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, depuis quand vous prenez la feuille de revendications des centrales syndicales, c'est toujours sur des droits. Ce n'est pas des revendications supplémentaires. Ce n'est pas on veut une augmentation de salaire, on veut quelque chose de... Non, non. Ce sont des choses qu'on leur doit normalement, écrites par les tests, mais dont on les prive. On prive les travailleurs et ils sont comme ça, ce n'est pas bien. Donc, si le gouvernement, en plus de se montrer un gouvernement si à l'écoute des travailleurs, des centrales, de nos représentants syndicaux, s'ils peuvent faire en sorte que ces problèmes-là soient réglés déjà en amont, au point de supprimer tout objet de revendication de quoi que ce soit au niveau des centrales syndicales, vraiment, ce serait génial, ce serait très bien. Merci, monsieur Chris. Monsieur Younous, est-ce que, après analyse, quand vous jetez un regard sur le gouvernement en place, est-ce que cette rencontre peut aboutir à des propositions convaincantes et surtout à enliser, voilà, les revendications répétées? Alors, merci. Bon, je crois que si tout de suite je réponds à la question en disant oui ou non, ce sera donc un avis donné trop tôt parce que la suite, d'après donc la rencontre, le dialogue nous permettra de le savoir. Cependant, je voudrais revenir sur cet événement. Enfin, il faut comprendre que lorsque l'État demande un dialogue,
un terrain voilà, de négociation. Oui. D'une part, c'est comme moi je dis que c'est un piège. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'État a peut-être laissé les centrales syndicales aller ou peut-être proposer, décider d'aller en grève avant de leur proposer De rencontrer. voilà, de les rencontrer, je crois que quelque part il y a un problème. Alors, si tant est que, parce que c'est la CSTB, Oui. il y a d'autres centrales syndicales qui ne font pas, ne s'alignent pas Oui. sur voilà, la même piste. Et je me dis, si entre-temps, la centrale qui veut aller en grève actuellement décide de ne pas répondre à cet appel du gouvernement, quelque part, le gouvernement pourra dire que nous avons tendu la main à la centrale, mais elle a refusé. D'autre part, ce qui est là, c'est comme on dit, si la centrale accepte, c'est qu'il y a l'État en train de vouloir désamorcer cette grève, oui, faire de sorte que le jour-là, qu'il n'y ait pas de grève. Oui. L'État évite que la rue soit le théâtre du mécontentement et bon voilà, partout on va crier que voilà, il y a ci et ça. Oui. Alors que c'est comme si la CTB accepte de venir, c'est comme si on invite quelqu'un au dîner alors qu'on est en train d'ouvrir sa serrure à la maison. Vous voyez un peu? Chez la CTV, ce qui est sûr, il est vrai que peut-être à l'issue, au sorti donc de cette négociation, peut-être qu'il y aurait certaines décisions qui seront prises pour favoriser la centrale. Mais ce qui est sûr, nous savons pertinemment que l'État actuel ne pourra pas véritablement, nous le savons, ce n'est pas la première fois où la CSTB sort et dit, voilà, c'est indigne des conditions de travail voilà, dans lesquelles les fonctionnaires d'État travaillent. Mais pourtant, l'État n'a pas encore véritablement répondu de point de vue exhaustif à ces doléances-là ou à ces demandes-là. Donc pour moi, d'une part, ça peut être comme une contre-attaque, comme on l'a dit, disons les choses clairement. L'État a choisi cette date parce que l'État estime que si entre-temps, la CSTB refusait de venir à la table de négociation et quand même sortait dans la rue, socialement, on pourra dire que la CSTB n'est pas une centrale de paix, socialement parlant. Alors que si la CSTB accepte, ça voudra dire que l'État s'évite le problème lié à ce que bon, voilà, la rue soit donc le théâtre de mécontentement où tout le monde va crier partout. Vous voyez un peu? Donc, si tant est que, au sorti, à la fin de cette rencontre, de bonnes décisions sortent donc en faveur des fonctionnaires d'État, moi je pense que c'est bien. Oui, mais de bonnes décisions surtout avec effet immédiat. Oui, justement, c'est pour ça que je dis tout de suite, on ne pourra jamais, avec l'État actuel et autres, c'est pas la première fois où on voit ces genre d'événements. Et donc, si tant est que, à chaque fois, il faut le faire avant que l'État n'agisse, ça veut dire quelque part, il y a un problème. L'État est conscient de ces problèmes-là, mais s'il faut annoncer la grève avant d'inviter la CSTB ou les centrales syndicales à une assise de négociation, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas forcément attendre qu'on vous mette le feu aux fesses avant, mais déjà, je peux dire, c'est déjà un gros pas. Si tant est que l'État les invite, ce qui est sûr, au sorti donc de la séance, il y aura quand même quelque chose qui pourrait donc permettre aux fonctionnaires voilà, de se dire être favorisés. Alors, merci, Monsieur Joël. Voilà la situation, voilà ce qui se prépare. Est-ce que vous estimez, vous pensez peut-être que cette fois-ci, l'État sera vraiment ouvert voilà, aux doléances et que l'État va prendre des décisions qui vont répondre voilà, immédiatement aux attentes de la centrale et surtout avec effet immédiat? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? D'abord, moi je vois d'abord que l'État doit chercher d'abord un terrain d'entente entre le gouvernement et les travailleurs. Oui. Parce que vous voyez, les travailleurs représentent plus la grande partie de la masse. De la masse. Donc, M. Christ l'a dit, se mettre en grève dans une journée, ce que ça peut coûter pour un pays. Alors que nous parlons de paix, de développement. Donc, moi, je vois déjà le fait que l'État a demandé cette rencontre le même jour. Je vois déjà ce
cet attachement-là à la volonté de participer au bien-être de ces travailleurs. Car on dit souvent le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut chercher des conditions de vie qui sont adéquates à ces travailleurs-là pour que le développement que nous cherchons, la paix que nous cherchons soit au rendez-vous. Oui. Merci, monsieur Joël. Nous espérons que à la sortie de cette rencontre, nous, travailleurs de notre État, soyons dans de bonnes grâces désormais et que ça ne soit plus du théâtre comme d'habitude où on vous a rencontré, espérez toujours, qu'on ne nous demande pas toujours d'espérer parce que la mort, ça ne prévient pas et il faut jouir. Nous allons aborder le second sujet et je vais faire rapidement un champ lexical et vous allez deviner. On parle politique, on parle parti politique, on parle le libéral, on parle leader, on parle récépissé, on parle ministère de Affaire Richard Boni Woru, c'est ça. On parle de beaucoup de termes. On parle même à Zingokui avec 3 œufs. On parle de pain en plus. On parle de brigade économique et financière. On parle de procureur spécial près la cour de répression. On parle de 7 millions. On parle de 7 millions, on parle de 5 millions, on parle de 12 millions, on parle de 28 millions. On parle de 28 millions. C'est beaucoup de choses à la fois. Voilà la situation qui se voit actuellement. On en est où, Monsieur Chris? Moi, d'abord... Je ne veux pas dire on en est où, parce que ce n'est pas vous qui direz. On en dit quoi? Voilà, plus précisément, on en dit quoi? Moi, je trouve que... Je ne sais même pas par où commencer. Ma première question, c'est... Monsieur Richard Boni Woru, c'est ça, hein? Oui. Politologue. Oui, de formation. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans cette affaire, dans la politique au Bénin? Chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, nous avons changé de décor rapidement. C'est la nature qui n'est pas assez clémente avec nous aujourd'hui. Une petite pluie a fait que nous avons quitté le lieu où nous étions. Peut-être que c'est la nature des sujets que nous étions en train d'aborder. Peut-être que le ministère de l'Intérieur n'était pas trop d'accord, spirituellement parlant, on ne sait jamais. Donc on va continuer. Monsieur Christ, on discutait du moment même où le fait de corruption est venu s'incruster dans l'obtention ou dans la procédure. On ne sait vraiment pas. Vous en étiez là. Oui, même si le ministère, l'esprit du ministère de l'Intérieur n'est pas d'accord avec nous envoie une violente pluie pour nous interrompre, on va quand même creuser le sujet là. Alors, je disais, si la procédure a été suivie, si toute la procédure a été suivie, de bout en bout, du début jusqu'à la fin, et que la délivrance du récépissé provisoire ne souffre d'aucune irrégularité, à quel moment justement l'acte de corruption est intervenu? Pourquoi le président du parti le libéral, Richard Boni Woru, à quel moment a-t-il senti la nécessité de devoir soudoyer les gens d'abord avant que la procédure n'aboutisse? Ce sont des questions que je me pose. Et deuxième question que je me pose, c'est pourquoi c'est après délivrance du récépissé. Et même après le congrès, Oui, congrès. oui. Ils ont fait le congrès sur instruction ou bien sur ordonnance du ministère. Parce que j'ai suivi, premièrement, les irrégularités qu'ils ont constatées dans le dossier qu'ils ont déposé font 65 pages. Oui. On leur a demandé d'aller corriger ça. Ils sont allés corriger, ils sont revenus redéposer. On a constaté encore d'irrégularités au niveau de 10 pages du dossier. On leur a demandé d'aller recorriger. Ils sont corrigés, ils sont revenus. On a constaté encore d'irrégularités sur une page. Oui. Ouais, Oui. sur une page. Et ils sont corrigés. Et après, maintenant, on a vu que tout était normal. Et c'est après ça qu'on a délivré le récépissé définitif. Alors, si toute cette procédure-là, tout processus a été bien suivi,
comme cela se fait. Parce qu'on a vu lors de l'expérimentation, de la première expérimentation de la réforme du système partisan, avec le nouveau code électoral et tout, et on a vu que les fautes mineures, les fautes majeures, on a vu que c'est comme ça que cela se passait avec les partis politiques, les nouveaux grands partis politiques qui s'étaient constitués en ce moment-là. Le ministère de l'Intérieur s'assurait de la régularité ou du caractère normal des dossiers avant de donner le récépissé définitif. C'est la même procédure qui leur a été appliquée. Oui. Si tout a été fait normalement, comme on nous l'a dit là, pourquoi Richard Boni Worou a-t-il centralisé de soudoyer puisque la procédure était en cours, normale. Vous avez déposé un dossier, on a constaté que ici, il y a problème. Allez corriger, revenir. Ils ont corrigé, sont venus déposer. Pourquoi alors soudoyer des gens? La première question, ça. Deuxième question, mais pourquoi c'est après délivrance du récépissé définitif et même après le congrès du parti, le ministre a été mis au courant d'un acte de corruption? Pourquoi la mise au courant de cette affaire-là au ministre-là n'est pas intervenue pendant le processus? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. C'est-à-dire qu'on a déjà fini le processus normal jusqu'à délivrer le récépissé avant que, si on suit le communiqué du ministre, c'est ce qu'il dit, avant que le ministre ne soit informé de ce qu'il y a eu un acte de corruption. Pourquoi c'est après ça? Puisque toute la procédure a été suivie de façon normale, tout est nickel. Alors, il y a un problème où, si entre le corrupteur, à supposer qu'il y a effectivement corruption, si entre le corrupteur et le corrompu, tout s'est bien passé normalement comme ça, mais qui a vendu la mèche? Justement, qui a vendu la mèche? La corruption, il y a eu quel problème pour que la mèche finalement soit vendue? Il semble que la corruption est intervenue au moment même, avant même la délivrance du récépissé, parce que c'est pour accélérer. Si la délivrance est intervenue pendant le processus oui. de vérification ou de traitement du dossier du parti, le ministère lui-même devrait s'interroger sur mais pourquoi ont-ils senti la nécessité de nous soudoyer d'abord au fait d'accélérer le processus? Mais qu'ils vous souviennent que pendant les législatives de 2019, qu'est-ce qui a fait que, mais je ne sais pas si c'est les législatives de 2019, mais il y a eu une période où l'opposition était absente à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Où on a parlé du parti, d'une assemblée monocolore, etc. Oui. Tout ça. Mais qu'est-ce qui a concouru à ça? Mais c'est ça. Ce n'est pas que l'opposition d'alors n'a pas voulu participer aux élections. L'opposition d'alors a décidé, et ils ont déposé les dossiers, ils n'ont pas pu avoir le récépissé. Justement, vous venez d'évoquer les expressions comme faute mineure, faute majeure. C'était pendant la période là on a entendu ces expressions-là, faute mineure. Et même la Cour constitutionnelle de Djogbenou d'alors avait inventé une pièce qu'on appelle quoi? Le sésame qu'il fallait avoir d'abord à dernière minute. De conformité. Certificat de conformité, etc. Tout ça. Donc, et ce sont des pièces qu'on avait utilisées contre l'opposition. Et dans l'opinion, on avait fait en sorte que l'opposition est une opposition désorganisée, déstructurée, incapable de faire exactement ce que le ministère lui reprochait, pendant que le camp d'en face de la mouvement, les partis politiques de la mouvance, eux, visiblement et manifestement, les fautes qu'on constatait chez eux étaient des fautes mineures. Il y avait pratiquement, ce n'était pas de nature à les bloquer dans le processus de régularisation de leur parti. Mais comme c'était l'opposition, et comme ça dit eux, tout chez eux étaient des fautes majeures, susceptibles donc de les bloquer. L'opposition, finalement, on a eu une assemblée monocolore et tout le monde avait compris qu'on avait empêché l'opposition dans nos élections et même de se constituer parti politique. C'est dépassé désormais. Oui, mais voilà un antécédent. On parle en droit, on parle de jurisprudence. Voilà un antécédent. Ça veut dire que quoi? Nous avons un ministère capable, s'il veut ou non, de faire en sorte que vous ayez votre parti politique ou non. Non, ce n'est plus les mêmes têtes au ministère. On peut procéder. Ce n'est plus les mêmes têtes. Oui, mais c'est toujours la même personne. C'est-à-dire, nous sommes dans le même gouvernement dirigé par la même personne. C'est toujours le même système qui est là. On peut vous avoir par l'usure du temps. C'est-à-dire, il suffit simplement de dire que votre dossier n'est pas à jour, d'être en train d'atermoyer, de reporter, d'atermoyer le dossier. Finalement, vous n'aurez jamais votre parti. Mais s'il y a eu cet antécédent-là, ça pourrait expliquer pourquoi les gens ont senti le besoin de soudoyer des gens au fait d'accélérer ou bien de donner un aboutissement heureux à leur parti. Mais ce n'est pas parce ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire quoi? Si on était dans un pays normal où les institutions fonctionnaient véritablement de façon normale, correcte, sans des actes de corruption, sans ces coups bas politiques là, où
Quand vous venez déposer le dossier pour constituer votre parti politique, la procédure est suivie de façon normale et aucune irrégularité. De sorte que même des gens qui sont venus déposer le dossier, eux peuvent témoigner que non, les gens qui sont là, le ministère de cette institution, vraiment ils ont bien travaillé, on témoigne qu'ils ont fait leur boulot, ils n'ont pas été politiques. Ils n'ont pas dit, bon, parce que c'est nous qui sommes ceci, ils n'ont pas essayé de nous empêcher. S'il y avait ça, les choses fonctionnent normalement, peut-être qu'on ne serait pas en train aujourd'hui de parler du cas de corruption par Richard Boni Uworu. Donc c'est ça. D'où la nécessité d'avoir un pays où des institutions fonctionnent de façon normale, indépendamment de toute coloration politique, etc. Tout ça qui pouvait dans l'objectif de nuire à un seul pour favoriser Y. C'est ça. Sinon, comment jusqu'aujourd'hui vous expliquez qu'on dise que ceux-ci, c'est des fautes mineures. Et vraiment, c'est ceux-là, c'est justement le cas du pouvoir, du cas de la mouvance. Les fautes mineures. C'est pas qu'il n'y a pas faute. Il y a faute, mais on a qualifié ces fautes-là de mineures. Qui décide de la minorité et de la majorité de la faute? En fonction de quoi? Selon quels critères? Il doit avoir. Voilà. Il y a eu peut-être une. Qui décide de ça? La faute est mineure par rapport à quoi? En fonction de quoi? Qui est celui-là qui décide? S'il y a faute, c'est faute. Et s'il y a une sanction pour ça, vous appliquez la sanction, point. Il ne peut pas avoir de faute mineure, une faute encore mineure, encore majeure. Non. Il ne peut pas avoir ça. Mais s'il y a eu cet antécédent-là, les gens peuvent dire, mais vous les avez renvoyés une fois. Mais c'est ça. Et ils sont revenus, vous les renvoyez encore. Ils peuvent dire, ah, peut-être ce que l'opposition avait subi là. C'est ça qu'ils sont en train de nous infliger. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le processus? Il faut peut-être soudoyer les gens. Peut-être que l'idée même de la corruption est venue du ministère, des éléments du ministère là. Et si vous voulez que le bureau social aboutisse, eh bien, il faut donner telle somme. La preuve, il a pris. Il a pris. Si tu ne veux pas, sinon, le dossier n'allait même pas aboutir avant même que l'acte de corruption ne soit dénoncé. Justement. Quand lui, il a pris les 5 millions déjà là, ou bien même quand il a susurré l'idée, s'il voulait vraiment arrêter les gens pour corruption, il allait dire, bon, voilà, il allait prendre l'argent, ou bien au moment où il veut donner l'argent, il allait déjà informer les éléments du ministère pour qu'au moment où il est en train de donner, on le prenne la main dans le sac en flagrant délit comme ça. Mais il a pris l'argent. Et voilà. Maintenant, qui a suivi le processus? Parce que si un acte de corruption, Richard Boni Uworu et le directeur des affaires politiques et électorales ne sont pas sans savoir que c'est un acte grave, c'est un crime économique dans notre pays, et gravissime. Surtout pour eux, puisqu'ils sont au ministère, que pour le corrupteur. Ils ne sont pas sans le savoir. Alors, s'ils s'entendent, ils parlent la même langue, ils sont de même intelligence comme ça. Qui a appris l'affaire et allé informer le ministre? Non, il faut reconnaître qu'il avait un troisième impliqué. Oui, mais lui, là. Oui, mais ils se sont entendus, non? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Est-ce que c'est sur le dispatching, l'enveloppe? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut le deviner parce que peut-être que lors du partage. Peut-être que le ministère, le procureur de la criée, le procureur spécial de la criée va nous informer. Peut-être que lors de leur différence, parce que c'est dit, mais on peut déjà deviner. Pourquoi tu es allé informer qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous vous êtes fâché? Oui, on peut déjà deviner parce que déjà l'autre parle de 7, l'autre dit qu'il a remis 7, l'autre dit que non, il a remis 5. Oui, mais ça ne répond pas à la question de comment le ministre a été informé. Parce que oui, le ministre, dans le communiqué du ministre, j'ai lu. J'ai entendu de sources dignes de foi. Oui, c'est un acte délictueux, sinon criminel. Quand vous vous rendez coupable d'un acte criminel, mais vous n'informez absolument personne. Même si vous êtes lésé, vous n'informez personne. Parce que tu sois lésé ou pas, mais tu es impliqué dedans. Ça veut dire que si on arrête les autres, tu es mouillé toi aussi. Ce qui veut dire qu'il y a un acte de stupidité qui a été posé là. Celui qui est allé informer le ministre, sûrement, c'est-à-dire, il y a un flou là. Et cela peut susciter de supputation. Si les gens sont suffisamment intelligents et on sait qu'ils ne peuvent pas aller informer le ministre parce qu'il y aura une mauvaise dispatching du butin, alors est-ce qu'il y a vraiment corruption? C'est la question qu'on va se poser ça. Est-ce qu'il y a vraiment eu corruption? Point d'interrogation. Puisque les gens qui se sont rendus coupables d'un acte de corruption ne peuvent pas aller se dénoncer eux-mêmes, même si au sein de leur groupe de corrupteurs et de corrompus, quelqu'un vient à être lésé. Puisque c'est un acte, ils savent qu'ils vont finir en tôle. Maintenant, alors finalement, qui est allé informer le ministre? A-t-il vraiment eu corruption? Point d'interrogation. Merci, monsieur Chris. Monsieur Younous, voilà ce qui se présente. Monsieur Boni Richard Uworu est toujours gardé jusqu'à maintenant. Et il y a même eu le secrétaire de son parti, le libéral, qui a appelé les militants à la sérénité. Est-ce que
on espère que voilà, il soit lavé et que désormais, après plusieurs enquêtes, on ne parle plus de corruption. Parce que nous connaissons pratiquement comment la justice actuelle est assez intransigeante par rapport à ce genre de situation. Quelle suite vous prévoyez, je ne vais pas dire prévoir, mais quelle suite vous entrevoyez par rapport à cette situation? Alors, merci. Je pense que je l'ai mentionné il y a quelques instants. Vous savez, comme il a dit, l'on se pose des questions, plusieurs questions, parce que si tant est que il faut intéresser ceux qui travaillent donc au sein de l'institution et qui ont la charge donc du traitement du dossier pouvant aboutir à la délivrance du récépissé, qui sont mêlés à cet acte. Ça voudrait dire que quelque part, ça peut ne pas être leur premier, leur premier acte. Vous voyez, Oui. si l'on questionne très bien et qu'on les tient véritablement, peut-être que d'autres choses vont sortir. Nous savons par le passé que pour délivrer le récépissé avant donc d'avoir le don't act et aller aux élections, il faut forcément ça. Et on a constaté qu'il y a eu des gens ou des partis politiques à cause de ça n'ont pas pu participer aux élections. Alors ça voudra dire, si tant est que il est vrai qu'il y a eu un acte de corruption, parce que jusque-là, on n'a pas dit un acte de corruption, Non. mais présumé acte de corruption, parce que Oui. jusque-là, on ne La sait pas. présomption d'innocence. Tout à fait. On ne sait absolument pas encore. C'est vrai que le processus est lancé, la procédure, bon voilà, qui consiste à voir clairement la finalité de l'affaire est lancée, mais on ne sait pas encore véritablement qui a corrompu qui, de quelle manière la corruption a été faite et de quelle issue ou processus l'argent a été transmis, on ne sait pas encore. Mais ce que je dis, si c'est politique, tout peut être que, bon, c'est un piège. On est d'accord. Sinon, si l'État lui-même, il sait que c'est une institution, et je crois que le gouvernement actuel en parle et il lutte pour ça, pour que les institutions puissent, dans le traitement des actes, peu importe la nature de ces actes, puissent traiter les dossiers dans la rigueur et dans la rapidité, dans la promptitude. Oui. Mais si tant est qu'il faut intéresser quelqu'un pour que son dossier soit traité à temps, ça veut dire qu'il y a un problème. L'État a failli à sa mission, quelque part là. Et quand Oui. je parle d'État, du point de vue global, mais particulièrement l'institution liée à la délivrance, bien notamment, du récépissé. Oui. Alors, si quelque part d'autre, ce que je peux dire, c'est que si l'État ne reconnaît pas cela, ne reconnaît pas qu'il a failli dans ce sens, alors ça voudra dire que il y a véritablement un problème. Parce que le processus, comme je l'ai dit, le processus a suivi son cours normal. 3 fois de suite, on lui a dit, va, revois le dossier et ramène. Jusqu'à 3 fois, avant qu'il n'ait le récépissé. Maintenant, à quel moment de cette période ou de ce processus, de cette procédure-là, cette corruption, cet acte de corruption a pu donc avoir lieu? C'est la question qu'on se pose. Et vous êtes sans savoir, ce sont des documents, il faut parapher. Et donc, chaque membre lié à cette institution doit parapher et montrer que le dossier est passé par moi. Parce que le récépissé, avoir un récépissé, c'est pas quelque chose de facile qu'il faut faire. Nous le savons, dans ce pays, par le passé aux élections, lorsque, comme il a dit, l'opposition n'a pas pu entrer dans la danse électorale en 2019, je crois que c'est fortement à cause de cette raison-là. Oui. Alors, donc ça veut dire que si maintenant, il a pu obtenir le récépissé pendant que il y a eu un long processus qui a suivi, et pendant ce temps, on n'a pas pu savoir qu'il y a eu un acte de corruption, et c'est au moment où il a pu obtenir le récépissé, quand on en revient à 10 là, je me dis, bon, est-ce que peut-être on ne voit pas que c'était donc peut-être mauvais de lui remettre ce récépissé? Peut-être qu'on se dit, bon, lui, bon, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire le poids. Mais après qu'il a pu obtenir le récépissé, on constate que, mais ce qu'on a fait, c'est une erreur. Il commence par regretter. Est-ce que sous-estimé? Tout à fait. Et là, on dit, il faut rapidement qu'on trouve un moyen pour qu'on puisse le faire. Je ne confirme pas, je n'affirme pas, c'est une hypothèse qui peut être plausible ou possible. Oui. Vous voyez? Une hypothèse très plausible. Donc, quelque part là, il y a cette question-là qu'il faut se poser.
Sinon, je ne trouve pas, je ne vois pas que quelqu'un qui a pu suivre le processus normal, il a pu avoir le récépissé. Et après tout, bon, on dit qu'il y a eu un acte de corruption. On ne sait pas de quelle manière. Est-ce qu'il a corrompu les agents pour qu'ils puissent avoir le récépissé? Non, il a intéressé. Il n'a pas corrompu. De point de vue légal, il a suivi la voie normale pour avoir son récépissé. Mais juste qu'on dit qu'il a intéressé. Parce que là, si on dit que il a reçu son récépissé de point de vue frauduleux, ça veut dire que il y a un problème étatique. Ça veut dire que l'État, et en particulier le ministère de l'Intérieur, a un souci. Et même le ministre pourrait être Justement. impliqué. Impliqué. Parce qu'on dit comment il s'est trouvé que il y a eu de fraude pendant l'attribution ou la mise à disposition du récépissé. Là, il y a un problème. Mais ils ont dit que quelques agents ont été intéressés. Intéressés pourquoi? Dans quelle mesure? Comment? Et où? La justice va se charger d'élucider tous ces points. Le pourquoi, le comment ça s'est fait, où ça s'est fait et à quelle fin. Voilà, je pense que la criette s'est déjà saisie de l'affaire, reconnaissant le tact avec lequel le procureur spécial près la criette gère ce genre de dossier. Il n'en est pas à sa première expérience. Nous espérons quand même que d'ici là, on aura la lumière. 5 à 10 ans de prison. Oui, c'est ce qui est prévu par la loi. Acte de corruption, voilà, 5 à 10 ans de prison. On espère bien, voilà, pour lui, c'est triste. Et d'une vie heureuse avec sa famille au Canada à une vie de bagne. Juste parce qu'on veut, voilà, voilà, comment ça, servir son peuple. Alors, il a décidé de créer un parti politique. On va bouger rapidement. On revient à Cotonou, ou on va à Cotonou plutôt. Et un homme qui a mangé copieusement dans un restaurant, pizza, poulet, de la bière et tout, et le coût de la facture s'élevait à 23 900 francs. Il a fini, il a constaté maintenant qu'il n'avait plus son portefeuille sur lui. Et là, il a informé, voilà, le comptoir, les gens du restaurant, et on a appelé la police qui s'est saisie de l'affaire. Il a été déféré, hein, selon ce qui se dit, et finalement il risque, je crois, 6 mois ou c'est pas d'emprisonnement. C'est vrai que le tribunal n'a pas encore statué, donc l'affaire, on espère bien, mais voilà, il a mangé, et là, il n'a pas retrouvé son portefeuille. Monsieur Joël Mario Amiti, comment on trouve ça? On a mangé, on n'a pas retrouvé son portefeuille, on se retrouve derrière les barreaux. Moi, je vois que, bon, pour cette affaire, on peut trouver normalement d'autres alternatives au lieu d'aller directement à la criette. Donc, le problème... La police d'abord. Bon, au moins, on peut également discuter le dialogue entre le gérant et le jeune homme pour voir si, est-ce que dans son téléphone, il n'a pas des numéros, des contacts, des personnes qui peuvent l'aider à payer au lieu d'aller directement à la police. Tu vois ça. C'est aussi dans le même temps. Et que, voilà, il n'y a pas eu. Sinon, c'est aussi dans le même temps un conseil à l'endroit des jeunes qui se pressent pour s'offrir le luxe malgré qu'ils n'ont pas le minimum. Donc, il faut savoir faire selon ses moyens. Merci. D'accord. Il faut dire que la direction de l'établissement a aussitôt fait appel à la police. Aussitôt. Quand on dit aussitôt, c'est sur le champ, parce que voilà, peut-être que cet établissement, ce restaurant a été peut-être déjà par le passé victime, on ne sait jamais, de ce genre de situation. Voilà, l'affaire a très vite évolué. Il s'est retrouvé devant le tribunal. Le ministère public est en train de requérir une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Et l'hôtel, pour sa part, ne réclame plus rien. Le juge a confirmé le mandat de dépôt délivré à l'encontre du prévenu. Le délibéré est attendu pour le 3 juin prochain. Si, M. Younous, l'hôtel ne réclame plus rien, est-ce que il ne revient pas peut-être au gérant de retourner, dire bon, on laisse l'affaire,
voilà que l'affaire est déjà dans la main du tribunal. Ça, est-ce que ça, on ne peut pas faire un retour, hein, pour dire voilà, on laisse tomber. Non, bon, je crois que puisque l'affaire est déjà dans les mains de la justice, il n'est pas évident hein, de rebrousser chemin. Quoique, même si aujourd'hui, les propriétaires de l'hôtel revenaient sur leur décision, ce n'est pas évident. Maintenant, si je dois contextualiser, revenir aux faits, sur le plan judiciaire ou de point de vue justice, je crois que c'est légal. Oui. Puisque les agents de l'établissement, notamment de l'hôtel, en fait, c'est légal parce que c'est la norme. C'est un espace commercial et ils vivent des revenus, des ressources qui viennent. Mais si nous prenons le point de vue social et surtout humain, je crois que quelque part, on aurait pu avoir une certaine mesure en la chose. Pourquoi? Parce que, vous savez, il est vrai, s'il a mangé et qu'il n'a pas pu payer, c'est vrai qu'on va dire qu'il est un jeune, il est parti, bon, il a voulu le luxe. Mais je me dis, s'il était conscient de ce que il n'avait pas véritablement l'argent sur lui et qu'il voulait quand même trouver quelque chose à manger, il n'aurait pas, dans un restaurant, aller dans un hôtel. C'est un hôtel. Oui, c'est un hôtel. Justement. Dans un hôtel. Il aurait pu se dire, aller quelque part où le cadre n'est pas au bord de la voie, tout à fait, et manger pour 500 francs, 200 francs. Tout à fait. Mais s'il est parti là, manger jusqu'à, ce n'est pas 500, c'est pas 2000, c'est pas 5000, c'est pas 10 000, jusqu'à 23 900, il était certain, il avait l'assurance de ce que il avait cet argent-là pour payer. Mais à la fin, s'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens et que, bon, voilà, il a fait savoir à qui de droit, et que cela, bon, peut-être, c'est vrai que quelque part, on peut dire que, vu aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons et les actes que nous posons chaque jour que Dieu fait, il est possible que cela puisse véritablement dire, non, niet, par le passé, nous avons fait face à ces genres d'événements où des gens viennent, bon, voilà, ils n'ont pas l'argent, ils savent consciemment en amont qu'ils n'ont pas de l'argent, mais ils viennent manger, bon, voilà, ils disent que je n'ai pas d'argent. Et s'il faut regarder l'aspect social et surtout humain, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, on les laisse. Mais aujourd'hui, il n'est pas question. Et là, l'établissement se décide de l'envoyer au commissariat et par la suite être présenté au tribunal. Mais au-delà de tout, moi je crois que laisser quelqu'un aller peut-être croupir en prison, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, même une journée en prison, je crois que ce n'est pas bien hein, de le souhaiter, quoique l'on ait connaissance véritablement de l'acte qu'il a posé. Et je crois que si nous devons quantifier ou du moins juger l'acte, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Non. Là, maintenant, on ne va pas l'appeler criminel. Il est imprévenu parce que cet acte n'est pas vraiment un crime où on va dire, bon, voilà, ce qu'il a fait était parce qu'on connaît des gens aujourd'hui qui pillent, qui volent. Je ne vais pas appeler les noms, qui volent dans toutes, les dimensions. Mais il faut dénoncer, parce que si vous connaissez, vous allez dire. Non. Si vous connaissez rien, il faut dénoncer. Non, pour dénoncer, vous savez, au Bénin, par exemple, nous avons des institutions qui ont la charge, donc, de veiller à tout ça. Oui. La corruption, comme on venait de le dire, les crimes de toute nature, et même ces gens de problèmes. Mais je crois que si ce jeune, aujourd'hui, si nous devons revenir au sujet et dire que ce jeune est parti manger sans pouvoir payer, il y a 2 choses. S'il était parti sans savoir qu'il n'avait pas d'argent ou qu'il était parti ayant conscience qu'il n'avait pas de l'argent mais il va tout de même manger, il y a un problème. Un jeune qui a quelque chose à faire, s'il avait quelque chose il faut se questionner aussi là. Est-ce qu'il a un boulot? Est-ce qu'il travaille? S'il ne travaille pas, alors je crois que le problème qu'il faut supposer, il faut que les jeunes aussi soient occupés. S'il était occupé et véritablement il gagne véritablement sa vie, je ne crois pas que sa dignité et ce qu'il est pourra sans doute ou pourrait lui permettre d'aller faire ça. Vous voyez? Donc globalement, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, on va bouger. Monsieur Christ, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cette situation très rapidement? Dans ce que tu as lu, tu as dit que l'hôtel ne réclame plus rien. Plus rien. Pourquoi? Bon, peut-être parce que... C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi peut-être qu'après avoir alerté la police,
ne s'attendait pas à ce que l'affaire prenne la Mais tournure et aille jusqu'au tribunal. Ah, mais quand on appelle la police, ils s'attendaient à quoi? Pourquoi ils ont appelé la police alors? Oui, peut-être parce que c'est ce que ils j'ai ont dit tout ça. immédiatement, quand ils ont constaté que le gars n'avait pas les moyens de payer, ils ont immédiatement appelé Oui, la police. peut-être parce que chat échaudé craint l'eau froide. Mais pourquoi finalement Peut-être parce que par le passé, il y a eu Je de refuse ce pas. genre de Peut-être situation. qu'ils ont été victimes d'une Voilà. situation pareille déjà par le passé. Bon, voilà, ils ont appelé la police, il n'y a aucun problème à cela. Mais pourquoi après que la police a pris ses responsabilités et que l'affaire s'est retrouvée devant les juridictions compétentes, pourquoi ils ne réclament plus rien? S'il a appelé la police, c'est dans l'objectif de rentrer en possession de ces fonds, non? Pour qu'on Normalement. mette le gars en demeure de payer, non? Au foyer. Maintenant, pourquoi tu ne réclames plus rien? Tu ne réclames plus rien comment? Normalement, on devait, Mais même que on devait payer. un Le gars, on trop devait plein. le mettre en demeure de payer l'hôtel. Non seulement il paye ce qu'il a mangé, et paie les il paye dommages aussi internes. les dommages et intérêts, je sais pas, détresse émotionnelle ou bien psychologique qu'il aurait causé au gérant ou à tous ceux qui sont Donc là. peut-être qu'un trop plein d'humanité a Non, pourquoi- visité le gérant. C'est ou ça le moi, l'hôtel, ce que je ne là. comprends pas. Tu appelles la police et après tu dis que tu réclames plus. Tu réclames plus. Si tu voulais rien réclamer, il fallait même pas appeler la police. Il faut dire au gars de rentrer chez lui. Maintenant, il faut préjuger du fait que. On va préjuger. J'espère s'ils ont appelé la police, c'est qu'ils préjugeaient de la mauvaise foi du gars. Oui, justement. C'est qu'on estimait que il savait, il a fait exprès. Voilà, il a fait exprès. Et pour ça, la procédure là est normale. Donc, il faut qu'on décourage ces gens de mauvaise foi là, ces délits là, qui sont gratuitement nourris par la mauvaise foi. Il faut qu'on décourage ça parce que, comme il vient de le dire, Younous vient de le dire, c'est un établissement commercial. Si tout le monde doit venir faire ça, ils vont faire faillite. Maintenant, si vous avez appelé la police, c'est pour que la police mette les gens en demeure. Donc, vous ne pouvez pas dire après que vous réclamez plus rien. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de sens. On espère. Vous ne pouvez pas dire que vous ne réclamez plus rien. Donc, vous avez appelé la police, on doit le payer. C'est ça. Maintenant, l'autre chose, je ne comprends pas comment cette affaire a pu atterrir à la police. Le gars, s'il a oublié, il a oublié, c'est ce qu'on a dit, non? Il a Oui. perdu, ou bien Il a constaté, non, au moment de payer, il a constaté maintenant qu'il n'avait pas son portefeuille. Son porte-monnaie Oui, il affirme avoir perdu. en venant là, non? En venant dans l'hôtel, c'est ça, non? Oui, c'est que c'est après avoir mangé qu'il constate maintenant qu'il a perdu ça. Qu'il a perdu son porte-monnaie. Oui, sinon c'est un peu comme si Mais je il l'ai avait dit, un si c'est porte-monnaie ça, sur lui. Si c'est ça, si tu as perdu ton porte-monnaie, il n'y a pas de problème. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Si tu as, pour lui dire, il a demandé 32. voilà. Si tu as mangé dans un hôtel, mais c'est que Donc, pour lui tu dire qu'il a as mangé. le standing de vie qui peut manger dans un hôtel. Quelqu'un qui peut manger dans un hôtel. Ouais. Justement. C'est ça, non? Non, C'est parce bah, que tu peux manger dans un hôtel que tu as mangé. Si ce n'est que c'est parce que tu as perdu ton porte-monnaie, ça peut arriver à tout le monde. Non? oui. De personnes porte-monnaie. Parfois même, tu as le porte-monnaie sur toi. Tu crois avoir la somme dedans dans le porte-monnaie et tu ouvres, tu constates que tu n'as pas ça ou que tu as oublié ça à la maison ou bien tu as oublié de prendre l'argent. Ça arrive. Oui. On trouve un terrain d'entente pour soit tu mets quelque chose en gage pour aller chercher l'argent et revenir, soit tu sur place, tu appelles quelqu'un. On est aujourd'hui à l'ère de mobile money, Est-ce de qu'il n'a pas numérisation. essayé? Tu appelles quelqu'un qui t'envoie l'argent. Maintenant, si toi, tu es capable d'aller manger dans un hôtel, de manger jusqu'à près de 24 000 francs, Oui. mais c'est que tu as des gens Dans ton cercle dans ton d'amis cercle qui- capables de faire plus que ça. Donc tu appelles quelqu'un, s'il te plaît, envoie-moi telle somme sur le compte, tu payes, c'est fini. Tu n'es même pas obligé de lui expliquer pourquoi tu demandes ce tel gens. Tu dis, mais c'est une urgence, tu m'envoies ça tout de suite, forcément. Et là, les gens attendent que tu appelles des gens. Est-ce qu'il a épuisé tous ces recours-là d'abord avant que les gens n'appellent la police? Je n'ai pas compris. Parce que vraiment, ce n'est pas une affaire. Est-ce qu'il avait un téléphone sur lui? Ouais, Ils moi, auraient je- pu confisquer Ouais, le téléphone. que c'est aller embêter la police avec ces gens d'affaires. C'est pas une affaire pour moi qui mérite d'aller à la police. Sérieux. Parce que ce qu'on dit là, acheter quelque part et manquer, se rendre compte qu'on n'a pas l'argent pour payer. Pas que c'est pas forcément pas mauvaise foi. On peut oublier l'argent ou bien on peut, Oui, on peut mettre son perdre téléphone en compte. garantie. Voilà. Donc tu mets quelque chose en garantie et tu vas chercher. Ou bien, je sais pas, il y a toujours un terrain d'entente qu'on peut trouver. Ou bien, si les gens ne veulent pas te permettre de partir, eh bien, tu appelles quelqu'un. Si tu n'as pas de téléphone sur toi, tu dis, mais donnez-moi, prêtez-moi votre téléphone et tu appelles quelqu'un quand même. Même si la personne n'a pas les moyens de payer, tu lui dis, mais voilà la situation dans laquelle j'ai oublié. Forcément, vous allez trouver. Est-ce qu'on a besoin d'appeler la police pour ça? J'ai pas compris. Non, mais peut-être que comment dit-on, l'hôtel n'a pas voulu entendre raison. Et donc, immédiatement, une Sauf fois qu'ils si- ont constaté. Sauf si c'est un récidiviste.
peut-être qu'il avait déjà fait ça. Une fois. Les gens auraient pu mentionner. Si il avait déjà fait ça, bon. L'hôtel aurait pu mentionner. On le lui a pardonné. S'il faisait ça même, on n'allait pas même pas l'accepter là. Donc, moi, on espère. Cette affaire qui a la police, je ne comprends pas. Jusqu'à faire la une là, sérieux, je comprends pas. On espère que toute la lumière soit faite déjà, tout compte fait l'affaire déjà dans la main de la justice. Alors, on va évoluer. Et ça, on dit peut-être qu'on a perdu son porte-monnaie, 23 900 francs, c'est rien. Mais il y en a dans ce pays, jeunes comme nous, qui sont prêts et qui l'ont déjà fait. Qui ont donné 32 millions, qui ont investi 32 millions dans une relation, qui ont donné 32 millions à une femme, c'est ce que cela veut dire. Dans un podcast qui est en train dont l'extrait est en train de circuler depuis 24 ou 48 heures maximum, Fiacre Panou, trader de son état, trader émérite, trader voilà, vraiment rentable, il a son parcours dans le domaine. Il a affirmé avoir dépensé 32 millions dans une relation pour une femme. Joël, est-ce que vous êtes capable? Même si c'est vrai, vous n'avez pas encore 32 millions, mais si vous avez ça, est-ce que vous êtes capable? Qu'est-ce que tu dis qu'il n'a pas 32 millions? Tout à fait. Non, mais, ok, d'accord. D'accord, je ne vous sous-estime pas. Je ne vous sous-estime pas. C'est vrai, le sujet est viral maintenant. 32 millions dans une relation, c'est un peu comme, pour certains internautes, c'est un peu comme si c'est trop dépensé. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, dépenser 32 millions, ça dépend d'abord de la classe de chacun. C'est ce que je dis. Si Joël dit que ça dépend de la classe. Et qu'est-ce qu'il voit de plus belle, bon, au niveau de la fille, et ça l'amène à dépenser 32 millions. Bon, mais c'est quel type d'investissement? Moi, je ne comprends pas. C'est possible, justement. Ça peut être un investissement, mais 32 millions. Qu'est-ce que cela peut apporter? Non, on ne sait pas exactement. Pour l'amour, non? Bon, moi, je ne trouve pas ça comme de l'amour. Je ne trouve pas ça comme de l'amour. Non, peut-être que c'est un investissement dans une entreprise, dans un projet, on ne sait jamais. Mais c'est viral, il a dit. Pourquoi ne pas utiliser les 32 millions pour faire autre chose, peut-être construire et investir dans des projets qui peuvent lui rapporter après. Sinon, 32 millions dépensés, ça suffit. Est-ce que justement c'est à ça que les 32 millions servent? À construire, mais pour la fille. Les gens achètent des maisons. Si c'est construit pour la fille ou faire monter les projets pour la fille, c'est bien. Mais si c'est gaspiller, mettre ça sur la fille, sinon. Oui, il a dépensé. Il a offert la question. Je crois qu'il a offert. Oui, non, ce qu'il a dépensé dans une relation. Voilà, donc ça dépend de la classe. Ça dépend de la classe. Monsieur Lous, c'est 32 millions. Dépensé, on ne sait pas vraiment ce à quoi l'argent servit. Mais du moment où un homme dit avoir dépensé dans une relation, c'est qu'on peut s'imaginer peut-être un véhicule, une maison pour la fille. Parce que quand l'homme dit j'ai dépensé, ça voudrait dire qu'il a fait ça pour. Oui. Ce n'est pas peut-être un projet, c'est pour lui-même, il a mis la fille. Non, il a sorti ça pour. Mais la femme même, c'est un projet. Juste, ok, d'accord, la femme même, c'est un projet. Donc, il a dépensé 32 millions au Bénin, dans ce Bénin, jeune, pour une jeune femme comme lui. Monsieur Younous. Non, moi je crois que, bon, c'est vrai que quand on parle de 32 millions, c'est gros et c'est fort. Et on estime que donner cette bagatelle de somme d'argent à une femme, encore une petite amie, ce n'est pas sa femme. Non, c'est pas sa femme. C'est dans une relation. C'est déjà trop. Mais moi, je pense que c'est la classe sociale de chacun, le statut. Oui. Vous savez, il y a quelques années en arrière, quand on était étudiant et qu'on vivait ensemble dans un studio de quelques mille de francs, un ami disait qu'il avait une chambre de 15 000 francs, encore étudiant, on est d'accord? Mais lui, il avait ses activités qu'il menait, qui lui permettaient d'avoir cet argent. Mais la question que je me posais, mais comment il peut aller prendre une chambre de 15 000 au lieu de prendre une chambre en bas, en dessous de cette somme? J'ai eu cette réflexion ou analyse parce que, en ce moment, moi, je n'avais pas la possibilité, vu mes moyens, je n'avais pas la possibilité de le faire.
Donc, pour revenir, rester dans le contexte du sujet, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui pensent que c'est déjà trop, c'est parce qu'ils n'ont pas encore ça. Les moyens de le faire. Si aujourd'hui, rien ne dit que dans son compte en banque, il n'a que 32 millions. S'il a plus que 32 millions, s'il a 1 milliard, s'il a 2 milliards, sortir 32 millions pour offrir ou dépenser sur une femme, je crois que ce n'est pas un problème. Et une femme aussi, comme on le dit, c'est vrai que ce n'est pas encore sa femme. Mais certains disent qu'il fallait qu'il investisse dans un projet. La femme aussi est un projet. Il faut le savoir. Donc, et je crois que quand il dit dépenser, ce n'est pas, selon mon analyse et les paramètres qui sont là, ce n'est pas qu'il a sorti 32 millions pour aller donner ça à la femme. Soit peut-être, on offre un véhicule à une femme qui à hauteur de 32 millions. On peut construire à hauteur de 32 millions pour une femme. On peut faire si. Donc, je crois que... On fait des voyages. Des voyages. Donc, je crois que si quelqu'un... Bon, pourquoi c'est pour lui on crie les grands joueurs qui gagnent assez, c'est parce qu'ils gagnent assez. Quand ils dilapident les sous, on dit, bon, il fait ci avec les femmes, ils font ça. C'est parce qu'ils sont des joueurs et qu'ils en ont assez qu'on ne le dit pas. Ou bien c'est parce que c'est un jeune qui aujourd'hui peut-être gagne dans ses activités, qu'on voit que bon, peut-être c'est du gâchis. Moi, je pense que ce n'est pas du gâchis. S'il en a les moyens, pardon, je pense que c'est son droit. Il n'a pas volé. Non, du tout. Il a le droit de créer des projets pour les jeunes, de créer d'emplois. Il a aussi le droit de faire ce qui est bon pour lui avec son argent, qu'il a gagné de sa propre sueur. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que moi je crois. Si j'ai les moyens, je le fais. Si je n'ai pas, bon, voilà, il faut qu'on laisse les autres de vivre comme ils le pensent. D'accord, Monsieur Chris, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour revenir. Younous a tout dit, c'est-à-dire que cette affaire qui défraie la chronique montre le niveau de notre pauvreté, de notre misérabilisme, c'est tout. C'est juste que les gens qui sont capables de sortir 32 millions et de le dépenser par semaine, pour eux, ce sont des conversations qu'ils ne veulent pas avoir. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, il y a des problèmes que vous n'avez jamais. Non. Quand vous avez de l'argent, il y a des problèmes que vous n'aurez jamais ça. Ça ne viendra pas ni de la gauche ni de la droite. Vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Le problème ne se posera même pas. Il y a des problèmes qui sont morts dans l'œuf, simplement parce que vous avez les moyens. Vous n'aurez pas ça. Mais si vous n'avez pas ça, même les problèmes qui ne sont pas censés être problèmes vont devenir problèmes. Mais c'est ça. Les gens, regardez, ça devrait que tout le monde parle 32 millions. C'est parce que tous ceux qui sont en train de parler de ça, on n'a pas les moyens de s'offrir 32 millions. Les gens n'ont pas 1 million dans leur compte en banque. Il y a 100 millions pour une seule nuit. 100 millions pour une nuit. Les gens n'ont pas 1 million dans leur compte. C'est normal que quand quelqu'un est jeune, ouvre la bouche et dit qu'il a dépensé 32 millions dans une relation avec une femme, que c'est la choc. C'est la vague, c'est la choc. Je dis, mais ça veut dire ça. Ça montre le niveau de notre misérabilisme à tous. Sinon, déjà. Mais écoutez, les influenceuses qui mènent une vie de luxe, qui financent leur vie de luxe, là, à votre avis? 32 millions. C'est les gens de 32 millions là. C'est les gens de 32 millions. Ouais, plus que ça. Qui financent leur vie. Il y a une certaine influenceuse là qui serait en cabale, etc. Régie quelque chose. Ouais, elle est en liberté. Régie quelque chose. Elle a une maison. Qui serait la plus grande ou la plus riche influenceuse du pays. Mais son argent là, c'est des hommes qui dépensent, non? C'est des gens qui plus que... Non, elle a un salon de cosmétiques, son institut. Voilà. Mais et il faut reconnaître que TikTok génère de oui, mais c'est des gens, des hommes. Vous savez, nous les hommes, on a un problème. C'est notre ego. C'est notre ego. Dans une relation ou dans n'importe quelle... On a cette propension-là à vouloir montrer que c'est nous qui dominons. Justement. C'est nous qui gouvernons. C'est nous qui sommes à la charge de tout. C'est nous qui avons la même mise sur tout. Et cela passe par quoi? Cela passe par à dépenser de façon vraiment... C'est ça. C'est-à-dire, tu montres, elle demande quelque chose, tu donnes, elle demande quelque chose, tu veux, dans un esprit ou bien dans un élan d'asservissement. C'est-à-dire, elle est sous mon autorité. C'est moi qui la contrôle, c'est moi qui la regarde, c'est moi qui ai tout pour lui, c'est ça. Donc, c'est comme ça que tu la contrôles. Et pour ça, dans ça là, simplement, l'homme est capable, s'il en a les moyens, de dépenser plus que 32 millions. C'est ça. C'est ça qui explique qu'un homme qui a les moyens est capable de donner plus de 100 millions à une femme juste pour passer une seule nuit avec elle. Plus de 100 millions. Ce n'est pas que lui propose 100 millions. Et si elle hésite, elle peut doubler
les 100 millions, on peut dire 200 millions. devient un challenge, un défi. Juste pour pas. Pourquoi? C'est pourquoi je dis, c'est le niveau d'ego de l'homme, ça. C'est en même temps notre chute. C'est ce qui constitue en même temps notre chute. Juste pour pouvoir se dire après que cette fille-là, cette star, cette influenceuse-là, moi, j'ai mangé. Je sais ce qui est là. C'est tout. Alors, on va s'en arrêter là pour ce numéro de Gbere Week. Vous l'avez constaté, les sujets ont été palpitants. Nous, en tant que chroniqueurs, nous avons été le plus large possible, le plus commentateur possible. Et nous espérons que vous aussi, de votre position chez vous, vous avez aimé, vous avez commenté avec votre voisinage, vous avez papoté, vous avez Gbere Weeké, si je peux me permettre le terme, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre partenaire. Et ce sera tout pour ce numéro de Gbere Week. Portez-vous bien, à bientôt.